Matt. Ouais. On est starté. On est starté. Oui, mon amour, je vais starter. Parfait, Matt. Écoute, regarde, on start ça comme ça ici. Donc, j'ai fait stop de share. Puis là, j'ai eu comme un élan de grande panique parce que je me suis dit, est-ce que je suis en train de faire stop de Facebook Live? Ça a comme... La technologie a fait non! Hey, ça va bien, Matt? Ben oui, ça va toujours bien. Ben oui, bien sûr. Yes. Oui. T'as passé une belle semaine malgré tout ce qui se passe? Oui, belle semaine. Nous, on est en télétravail, fait que quand il fait gris, je ferme mes fenêtres. Quand il fait froid, ben, je ferme mes portes. Puis c'est ça, c'est le fun. Je suis seul. Je suis venu me chercher. Tenez! Je vais prendre 2 secondes je pour veux dire... jouer au basketball. Je veux jouer au basketball avec quelqu'un. Je pense que c'est la meilleure intro qu'on a faite jusqu'à présent, puis on en a fait 2, fait que ça veut quand même dire quelque chose d'intense. Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième live du podcast Expérience Loisirs. Juste avant de débuter quoi que ce soit, si jamais l'enregistrement était pour lâcher au courant de la soirée, parce qu'on est quand même ensemble pendant 1 heure. Simplement vous dire qu'on va repartir en fait tout simplement le live. Puis si jamais ça replante pour une deuxième fois, bien là, on va faire un enregistrement en différé. Fait que vous allez pouvoir voir quand même les discussions qu'on a. On va pouvoir les mettre sur le groupe Facebook, mais ça va être en différé. Maintenant, Matt, oui? Je ne sais pas si tu sais où est-ce que je m'en vais. Je ne sais pas. Je ne sais jamais où tu t'en vas. C'est ça la beauté. C'est que je ne sais pas où tu t'en vas. Je pense qu'il faut qu'on commence avec ça, Matt. Je vais partager quelque chose, puis tu me dis à quoi ça te fait penser, OK? Parfait, vas-y. Est-ce que tu vois? Ben, premièrement, jolie jeune dame, entourée de tous ses élèves ou entourée de forêt. Jolie jeune dame qui ne s'appelle pas Marianne. Ah non? Donc, la photo a été prise par effectivement Marianne, qui est en fait une professeure, donc Marianne Parent, qui est professeure au Cégep de Saint-Laurent. Elle a pris la photo. Tu es salué d'ailleurs. Absolument, qu'on salue et qu'on invite à devenir un invité au niveau du podcast. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Et là, je dois m'excuser de ma pointe de cheveux jusqu'à mon bout d'orteil à Mélanie Morin, qui est effectivement notre invitée ce soir. Donc, Mélanie, on se revoit dans 2 secondes, là, mais un grand désolé. Moi et Matt, quand on a revu notre live, tu as pris le temps de nous dire, là, hey, by the way, les gars, mon nom commence effectivement par M, mais ça finit pas par Ariane. Fait que c'est ça. Fait que, écoute, Mélanie, un grand désolé encore. Un grand désolé à ceux qui connaissent aussi Mélanie, parce que j'ai vu dans les commentaires là, des personnes qui. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas Marianne, c'est Mélanie qu'on voit là à l'écran. Fait que ça, c'est voyez-vous, au moins, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il y a une certaine constance dans le sens que le premier live, je sais pas, Matt, si tu t'en souviens, j'avais dit le défi Alter Ego au lieu du défi Alter Go. Oui, c'était de toute beauté. Donc, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que, tu sais, tout ce qui est arrivé, en fait, c'est que là, tu sais, après cette erreur-là, on a mis dehors notre recherchiste, d'ailleurs. Mm-hmm. Et pour ceux qui ne comprennent pas la joke, nous n'avons pas de recherchiste. Non, c'était le scripteur qu'on a mis dehors. Alors, c'est ça. D'ailleurs, on invite tout recherchiste à, si jamais ça vous intéresse, on a amplement besoin de vous. Fait qu'hésitez pas à vous joindre à l'équipe. Ça va nous faire plaisir. Aujourd'hui, Matt, on parle de l'importance du loisir. En fait, pas de l'importance du loisir, mais bien de l'impact de la COVID chez les jeunes. Donc, en quelque sorte aussi, l'importance qu'on a pu voir au niveau du loisir. Les jeunes, on y va vraiment de façon assez large. Là, on va tant parler de la clientèle un peu camp de jour que de la clientèle collégiale.
Mais avant d'arriver aux invités, je voulais qu'on le décortique un peu, qu'on fasse peut-être des exemples de l'importance du loisir. Puis je vais starter avec, dans le fond, moi de mon côté, si je me rappelle un peu dans le cégep, j'essaie de me remettre un peu dans leur ski. Moi, le cégep, c'était, dès le secondaire, je me suis toujours dit que j'allais me rendre à l'université, mais quand je suis arrivé à l'épisode de finir mon secondaire, Ouais. j'ai eu un questionnement de crime. Là, j'ai le potentiel de choisir est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête tout cela puis je m'en vais sur le marché du travail. Puis pourquoi est-ce que j'ai décidé de continuer? Puis pourquoi est-ce que j'ai choisi mon cégep? C'est tout simplement parce qu'il y avait une équipe de volley. Je me suis inscrit en sciences humaines, puis j'ai été dans mon équipe de volley, puis tout ce que j'avais en tête, c'était le volleyball. Puis après ça, de fil en aiguille, j'ai pu me spécialiser vraiment dans une technique d'intervention en loisir. Mais la seule chose que j'avais en tête par rapport au cégep, c'était le volleyball. Fait que là, j'essaie de me mettre un peu dans leur... je ne sais pas comment est-ce qu'ils vivent. Puis là, j'ai hâte qu'on parle à nos invités par rapport à ça aussi. Toi, Matt, as-tu comme des idées ou des choses qui te viennent en tête par rapport au COVID? Par rapport au COVID, je reprends un peu ton exemple. Là, moi, le cégep a été une belle période de découverte et de remise en question et d'aventure de toutes sortes. Mais moi, c'était plus à la polyvalente, en fait, parce que le sport a pris vraiment beaucoup de place puis m'aidait à rester concentré, à rester focus sur ce que je voulais devenir. Puis j'avais... le sport et le loisir, en fait, a été une place marquante là, pour moi pour justement évacuer tout ce stress-là puis toute l'anxiété qu'on pouvait avoir. Parce que moi, je me rappelle TQ secondaire 5. Puis Mathieu, pendant les 35 prochaines années de ta vie, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, trompe-toi pas! T'as pas le droit de le tromper! Fait que, mais tu sais, la conseillère d'orientation m'avait dit que j'allais être un grand mathématicien. Et pour tous ceux qui me connaissent et qui ont déjà vu mes budgets, et non, je ne suis pas un très grand mathématicien. C'est pas parce que mon nom est dans le mot mathématicien que je vais devenir un grand mathématicien. Et c'est ça. Je pense qu'il voulait juste que je m'en aille de son bureau cette année. Oui, c'est ça. Bref, mais les loisirs, c'est pas ça le sujet. Mathieu, tu payeras une thérapie, c'est pas ça. Mais le but, en fait, c'est que oui, les loisirs ont une très grande place chez les jeunes, puis c'est souvent les jeunes qui sont souvent oubliés là, dans cette pandémie-là. Absolument. J'ai hâte de voir aussi comment ça va. Comment ça va se développer, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Écoute, ce que j'ai le goût de faire, parce qu'on a quand même des invités qui sont, comme je disais la dernière fois, courageux dans le sens qu'on ne les connaît pas, ils ne nous connaissent pas non plus. Ils connaissent possiblement le podcast ou du moins les lives qui ont été faits. Donc, les invités, quand je vais dire vos noms, attention, comme une révélation, ça va être écœurant. Donc, quand je vais dire vos noms, tout simplement, partir votre caméra, partir votre micro, puis après ça, on start ça. Donc, je commence avec Mélanie Morin, qui est technicienne en loisirs socioculturels du Collège André Grasset. Donc, bonjour Mélanie. Salut! Merci d'être parmi nous, c'est super apprécié. Marianne vous salue. Oui. Ça, encore une fois, j'ai l'impression que ça va être le running gag. Et là, je m'excuse déjà d'avance parce que si on mélange Marianne et Mélanie tout au long de la soirée, c'est sûr qu'une fois dans la soirée, je t'appelle Marianne et j'en suis désolé. Mais c'est pas grave, c'est un honneur de me faire comparer à Marianne. Parfait. Donc, toi, Mélanie, tu travailles pour le Collège André Grasset, donc tu es technicienne en loisirs. Donc, peux-tu nous expliquer un peu, grosso modo, ton travail, c'est quoi? Oui, en fait, depuis maintenant plus de 12 ans que je travaille dans le réseau collégial. J'ai travaillé au Cégep de Saint-Jérôme pendant 10 ans, puis là, maintenant, depuis 2 ans, je suis au Collège André Grasset, au socioculturel. Dans le fond, c'est tout ce qui est la vie étudiante, les activités parascolaires, danse, théâtre, impro, les concours comme Cégep en spectacle, les comités, les organismes, donc les clubs aussi. C'est tout ce qui est l'implication. En fait, je vous écoutais avant, justement, puis tout ce que vous disiez, autant toi, Fred, par rapport à ton sport, puis Mathieu aussi au secondaire, bien, c'est exactement ça que moi, je fais. Mais dans le fond, c'est de faire en sorte que l'étudiant, à travers son parcours collégial, il peut mettre en place des projets, mais pas juste ça, d'apprendre sur lui, de libérer son stress, son anxiété,
Donc voilà, moi je les accompagne à travers dans leur parcours collégial. On est une autre façon d'apprendre. Il y a l'école, puis il y a l'implication. Absolument. Puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes en loisirs. Tu sais, tantôt, quand on parlait avant le début de la rencontre, on voit le contexte du loisir et non la résultante du loisir. Le loisir en tant que tel, on peut le mettre dans une poubelle puis on s'en fout. Mais le processus pour se rendre à un événement, le processus pour se rendre à un comité est tout en plus important que la résultante. Bien, tout à fait. C'est exactement ça. Ton activité, je veux que ça se passe bien, je veux que tu sois en mesure de bien le réaliser. Je vais être super fière de toi si tu fais quelque chose de beau et que ça fonctionne. Mais en bout de ligne, ce n'est pas ça qui est important, je trouve. C'est ton processus, c'est comment tu vas te rendre à ça. Puis en ce moment, ben, c'est ça qui manque. Là. On ne peut pas les accompagner. Ils sont juste dans leur maison devant un petit écran où est-ce qu'ils se regardent tous sur Zoom. Ils n'ont pas l'autre façon d'apprendre. Puis ils n'ont pas les contacts sociaux pour... En fait, ils n'ont pas les outils pour se créer un réseau de contacts pour le futur. Là, en ce moment, ils ont juste des petits carrés Zoom. C'est Absolument. pas là-dedans que tu vas te créer un réseau de contacts. Puis ça, justement, j'ai hâte de t'entendre tantôt quand on va parler des premières, deuxièmes et de la future, surtout par rapport à ta clientèle. Là, je pense qu'il y a comme beaucoup d'enjeux qui deviennent importants. Oui, et j'inviterai notre deuxième personne à ouvrir sa caméra, donc André Boudreau, qui est ancien DG de Multisport Saint-Basile et propriétaire de Jam Jeux vidéo. André, ça va bien? Oui, ça va bien, vous autres? Ben oui, super. Oui. Là, pour les personnes qui se disent, bon, ben il y a deux André Boudreau, c'est génial, ils sont là deux fois. C'est pas son frère jumeau, c'est tout simplement qu'André, en fait, a la caméra d'un bord et le micro de l'autre. Donc, ce qui est fantastique parce qu'on peut vraiment bien l'entendre. Donc, André, toi, de ton côté, tu étais DG Multisport Saint-Basile avant tout l'épisode de la COVID, aujourd'hui propriétaire du Jam Jeux vidéo. Grosso modo, ça ressemble à quoi ton day-to-day? Ben là, ces temps-ci, je te dirais que c'est assez relax parce qu'à cause de la COVID, ben là, moi, mon organisme était fermé. Donc, j'ai perdu mon emploi là, suite là, à la première vague là, qu'on pourra parler plus tard. Puis bon, je travaillais là-bas à temps partiel, ce qui fait que j'avais beaucoup de temps, donc j'ai développé tranquillement mon entreprise là, reliée aux jeux vidéo parce que j'aime les jeux vidéo, j'en ai beaucoup. Puis j'avais déjà commencé avant ça là, à monter les bases là, d'un organisme qui se promènerait dans des événements, dans des festivals, etc. pour faire découvrir les jeux vidéo rétro là, au monde. On va peut-être en parler de cette vision-là, parce que souvent, quand on parle des jeunes, on parle des jeux vidéo aussi, peut-être l'impact des jeux vidéo. Mais quand on est dans une période d'isolement, peut-être que les jeux vidéo ont une vision qui sont peut-être autres, que ce soit une formule peut-être plus éducative ou une façon de revenir dans la nostalgie. Bref, je pense qu'on va pouvoir peut-être revenir là, rapidement puis profiter du fait que tu es propriétaire d'une compagnie de jeux vidéo pour en jaser ensemble après. Puis bien sûr, je ne l'ai pas présenté au début, mais Mathieu Dutil, qui est co-animateur avec nous autres. Matt, tu m'arrêtes si jamais il y a des commentaires. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, on prend vos commentaires en fait sur le Facebook Live en fait là, pour tout ce qui est de vos questions, n'hésitez pas. Et ça va nous faire plaisir d'y répondre le mieux qu'on peut. Fait que n'hésitez pas, on est là. Parfait. Donc, on est ensemble pendant 1 heure. Juste pour vous dire, en fait, les personnes qui sont présentes aujourd'hui ne parlent pas au nom de leur organisation. Donc, ça, c'est super important de comprendre. C'est vraiment leur perception en titre de professionnel et non l'organisation derrière. Donc, ils parlent vraiment en leur nom et non au nom de leur organisation. Puis, c'est ça, j'ai le goût de commencer. Ça vous tente-tu? On commence ça? Yes. Ben oui, ouais. Ça fait longtemps qu'on attend. Bizarre. Bon, parfait. Ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle de juste faire c'était tout, c'est beau. Nous, le réseau ne se rend pas ici. Il faudrait laisser tomber. Ou tout simplement que tout le monde dit non, non. Demain. Bon, on start ça. Je vous remets peut-être en contexte par rapport à la première vague. On est mois de mars, peut-être jusqu'en juin. On apprend qu'il y a une nouvelle bébite qui s'appelle la COVID. Personne ne sait c'est quoi. Personne ne sait combien de temps ça va durer. Mais on voit que ça a un impact jusqu'à fermer nos frontières. On voit que ça a un impact jusqu'à fermer les écoles et d'avoir une menace de fermer en quelque sorte nos camps de jour qui finalement ont été réouverts. Donc, on est dans une période vraiment d'incertitude. On est dans une période où est-ce que toutes les organisations cherchent à faire des guides. On est dans une période où est-ce que tout le monde se tire les cheveux, tant les organismes, les villes, les institutions, bref.
c'est un peu le chaos sur la planète Terre, parce que c'est pas juste nous que ça touche. Vous, à titre d'intervenant, et au niveau de votre clientèle, comment est-ce que vous avez vécu ça, la première vague? Je commencerai peut-être avec Mélanie de ton côté. Disons que le jour 1 là, a été comme très intense, autant pour les étudiants que, mettons, mes collègues au cégep puis moi. Ça a été beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient. On ne sait même pas demain qu'est-ce qui va arriver. Et ça a été ça dès le jour 1. Mais rapidement, de notre côté, on a été capable vraiment très, très, très rapide là, de rejoindre nos étudiants super facilement, puis créer une programmation virtuelle. En fait, on n'avait pas le choix parce que tout était fermé. Et le pourquoi on est engagé en ce moment, c'est de faire des activités. Donc, il faut essayer quand même de répondre à ce besoin-là. Et la réponse était très, très, très positive. Les étudiants avaient besoin quand même de se faire animer et de sentir qu'on était là auprès d'eux, qu'on était là pour eux, pour pas juste les animer, là, juste dire comme hey, c'est normal qu'aujourd'hui, tu ne vas pas bien. C'est normal que tu es tanné d'être connecté 7 heures par jour sur ton écran, puis qu'après, tu prends ton cellulaire aussi parce que là, tu veux faire des Zooms avec tes amis, puis on était en un énorme support psychologique également, et ça a été du jour 1 jusqu'à... ça c'est pas arrêté. Là. Ça n'a pas terminé. Ça a été ça, en fait, là, depuis le 13 mars dernier. Donc, c'est très intense. La réponse, comme je disais tout à l'heure, était très, très positive que ça a été de la part des étudiants. Mais à un moment donné, même si on leur fournissait plein d'activités, ils sont bourrés, là. Il y a comme tellement d'informations. Là. Moi, j'aimerais t'entendre, Mélanie. Tantôt, tu as commencé en disant on a réussi à les rejoindre assez facilement. Comment est-ce que vous avez rejoint vos... en fait, là, on parle vraiment d'une clientèle, comme tu parlais. Très réseaux sociaux, de toute façon. Donc, 17, c'est vraiment vers ça. Okay. Ouais. Moi, ma clientèle, c'est un 17, 20, 21 ans. Donc, ils sont très réseaux sociaux. Nous, ce qu'on s'est dit qu'on faisait, mon collègue au socioculturel et moi, c'est on a juste créé un groupe Facebook avec l'ensemble de nos étudiants qui sont impliqués dans tous nos comités. On parle d'environ une centaine d'étudiants qui étaient impliqués dans l'année dernière, qui se sont vus du jour au lendemain dire comme hey, tout ce dont tu es en train de travailler, t'arrêtes tout et tu ne fais que te concentrer sur tes cours. Fait que nous, on a pris la balle au bon tout de suite en créant ce groupe-là et en faisant des animations, des petites publications une fois par jour, à tous les jours, jusqu'en juin. Et là, dans le fond, on l'a reparti également, ce groupe-là, avec nos nouveaux étudiants. En fait, on n'a comme pas le choix. C'est la seule façon qu'on a pour faire une vie étudiante en quelque sorte. Puis c'était-tu avec vos étudiants? Tu sais, admettons, habituellement, quand on travaille au service aux étudiants, j'ai eu la chance, moi, de travailler pour l'ETS au niveau des services aux étudiants. Okay. Oui. Souvent, on a comme une base un peu si tu vois tout le temps les mêmes étudiants. Est-ce que ton groupe, quand tu parles que tu as rejoint ta clientèle, ton groupe, est-ce que c'était tes habitués ou on parle de tous les étudiants ou on parle de... C'est vraiment nos habitués, les étudiants qui sont impliqués déjà avec nous. Donc, tous ceux qui faisaient partie de nos clubs, de nos comités ou des activités parascolaires, ceux qui étaient déjà dans nos activités puis dans nos événements, c'est sûr qu'on a rejoint le plus possible parce que oui, l'expérience collégiale est l'expérience quasiment la plus importante là, dans ma tête dans la vie d'un jeune. C'est extrêmement important. Mais ça reste qu'il y en a des étudiants qui viennent à l'école pour aller à l'école puis ils ont hâte de s'en aller. Là. Fait que ça, c'est correct. Fait que c'est sûr que ça ne s'adressait pas à l'ensemble de la population collégiale. Nous, on voulait vraiment continuer de garder contact avec nos jeunes, avec ceux qui venaient toujours dans notre bureau, du matin jusqu'au soir. Le bureau n'a jamais été vide. Jamais, jamais, jamais. Okay. Et là, c'est du jour au lendemain, on leur ferme cet accès-là. Wow. Fait qu'on voulait vraiment créer un endroit sur le web qui pouvait se sentir comme dans le bureau. Fait que mon collègue et moi, on faisait des vidéos, on partageait des photos, on essayait de leur lancer des petits défis, des concours. L'Association générale des étudiants également aussi partageait des trucs. Ils ont également fait certains concours pour continuer de mettre de la vie
au sein de nos étudiants. Et pour ce qui est du reste de la population collégiale, ben, c'est sûr qu'on a nos réseaux sociaux du collège, autant Instagram que Facebook. Donc, tout le monde pouvait être touché quand même par nos activités, mais de prendre des nouvelles de nos jeunes, c'était ça aussi qui était quand même important. Juste savoir comment y aller à la maison, là, c'était hyper important pour moi. Là. Puis, vas-y, Matt. Non. OK, non, je pensais que tu avais. Ben, en fait, ce que je trouve intéressant que tu dis, c'est d'aller les rejoindre, mais d'une façon peut-être un peu plus virtuelle. Est-ce que vous voyez, ça, on va peut-être en parler un peu plus par rapport au long terme, mais ta clientèle en tant que telle, quand tout ça a parti, est-ce que vous avez senti beaucoup de, j'imagine, de détresse? Est-ce que vous avez senti qu'il y avait plus de cas qui venaient dans vos bureaux? Y avait-tu, quand on parle de problèmes, y a-t-il des nouveaux problèmes qui sont apparus, qui sont rentrés dans tes bureaux? Puis comment est-ce que je fais pour gérer ça? Parce que je veux dire, le travail reste de l'intervention, oui, mais on n'est pas des professionnels psychologues, on n'est pas. Il y a quand même des enjeux intéressants. Fait que, comment tu l'as vécu, ça, toi, de ton côté? Ben déjà, à la base, mon petit coin de bureau est comme très, on dirait très psychologue. Fait que moi, en même temps que je travaille, j'écoute ce qui se passe, je prends de leurs nouvelles. Puis c'est grâce à ces petites discussions-là qui m'amènent à connaître beaucoup de choses sur eux. Puis c'est parce que je connais beaucoup de choses sur eux que je peux continuer de faire en sorte qu'ils reviennent dans notre bureau. Là, en étant tout arrêté, c'est sûr que moi-même, je me suis retrouvée hyper déstabilisée. Puis honnêtement, je me sentais inutile. Je ne savais pas comment être. Là, je me disais, vraiment beaucoup. Puis j'étais très déstabilisée parce que normalement, je les ai devant moi. Là, je ne les ai pas devant moi et je ne peux pas prendre de leurs nouvelles totalement à 100%. Mais le nombre de fois à tous les jours, pas que je me faisais une liste, mais je me disais, OK, là, aujourd'hui, j'écris à une couple de personnes directement en privé. Je leur demande comment ça va, l'école, comment tu vas ton moral, comment ça va à la maison, est-ce que tu sors, tu vas-tu marcher, tu vas-tu prendre de l'air, tu lis-tu, tu fermes-tu ton ordi à un moment donné. Je considère que ça fait aussi partie de ma job de faire ça, autre que l'activité en soi, tu sais. Tu sais, Mel, y avait-tu quelque chose que quand tu parlais avec tes étudiants qui ressortait vraiment plus? Tu sais, est-ce que c'était plus l'anxiété de ne pas finir sa session? Est-ce que l'anxiété de ne pas voir ses amis? C'était beaucoup l'isolement, le fait de... Tu sais, en fait, je vais répondre à ta question en disant que la période collégiale, c'est la période que les étudiants, ils se découvrent. En fait, tantôt, vous le disiez aussi, c'est la période où est-ce que vous essayez des choses, où est-ce que vous vous découvrez, où est-ce que vous rencontrez des gens, vous créez votre réseau de contacts, où est-ce que vous vous plantez, vous vous relevez, vous rencontrez des personnes qui correspondent à vos valeurs aussi. C'est le moment tellement charnière, cette période-là. Puis, ceux qui étaient en deuxième année, je ne veux pas dire que c'est moins pire, mais la fin arrivait. C'est sûr que pour eux, ça a été vraiment poche de vivre. En fait, comme les gens de secondaire, c'est poche de vivre la fin d'une époque de cette façon-là, puis de ne pas vivre la vraie fin comme tout le monde. Puis, ils ont vécu une fin de cégep vraiment poche, là. Tu sais, je pourrais dire bien des mots pas le fun, mais... tu sais, ça me fait penser. Ça me fait penser, tu sais, moi, ça me fait penser parce que, honnêtement, je me rappelle, moi, quand on parlait de son la 5, je me rappelais quand j'étais petit cul, j'y tenais pas tant que ça parce que je suis un gars, mais ça m'aurait quand même vraiment déçu de ne pas aller à mon bal des finissants, par exemple, ou juste de ne pas vraiment bien finir mon cégep avec la gang que j'ai passé mes 8 ans là-bas. Non, c'est pas vrai. Mais, 8 ans, mais tu sais. Écoute, j'en connais des étudiants qui en ont fait vite, fait que c'était pas une... Les gens en partant, là. C'est ça. Parfait. Non, mais tu sais, cette période-là est tellement importante. Puis là, ils l'ont vu devant eux faire comme, OK, tout s'écroule du jour au lendemain. Fait que ça a été beaucoup le OK, je n'ai plus mes amis à mes côtés, j'ai plus le réseau que j'ai d'habitude. Puis aussi, la période collégiale, c'est le moment où ils ont besoin de personnes significatives dans leur vie. Fait que
Et ce ne sont pas papa-maman. Le papa-maman, il faut oublier ça. Là. Ils en ont besoin au secondaire, mais quand ils arrivent au cégep, ce n'est pas papa-maman sur qui ils vont toujours se fier et ce ne sont pas toujours les amis non plus. Ils ont comme besoin de quelqu'un d'autre qui n'a pas de titre dans leur vie, là, qui est juste, qui pop-up de même pendant 2-3 ans ou 8 ans. Qui va popper comme ça, puis cette personne-là va comme un peu, genre, les aider à bien, va bien les guider dans leurs 2 années de collège. Mais tout ça s'est arrêté. Fait que oui, il y en a eu beaucoup en fait, j'ai eu beaucoup plus de gens qui se sont ouverts à moi sur comme, ben oui, je réussis mes cours, c'est bien parfait, je vais l'avoir mon diplôme, mais je ne vais pas bien. Je suis tannée d'être enfermée, je suis tannée de ne pas voir mes amis. Puis les Zooms, là, je ne suis plus capable. Demandez-moi plus de faire un souper en Zoom, on ne se voit pas. C'est pas vrai qu'on se voit. Fait que il y a eu beaucoup plus de gens qui m'ont dit que ce n'était pas super. En fait, qui n'allait pas bien. J'en ai référé beaucoup au service d'aide du collège. Et je pense que ça a été comme au moins, ils ont pris la balle au bon, puis ça a été positif de cette façon-là. Absolument. Puis je vais en fait, là, on a commencé avec comme la clientèle moyenne. Il y a le entre que André aussi a pu avoir. Oui. Donc, clientèle 15 jours, clientèle peut-être adolescente en quelque sorte. Oui. Mais Mélanie, on te revient tantôt par rapport à peut-être possiblement les vides de service aussi par rapport aux jeunes. Qu'est-ce qu'on a pu sentir vraiment? Parce que oui, il y a le niveau collégial, mais la clientèle en tant que telle, comment est-ce que ça s'est senti? Juste, en fait, je reviens à André. Toi, de ton côté, par rapport à ta clientèle, par rapport à ton vécu, la première vague, ça ressemblait à quoi? Bien, en fait, je te dirais que j'ai vécu ça un peu de 2 façons. Parce que, bon, dans un premier temps, j'étais administrateur d'un organisme qui donnait des activités de loisirs. Fait que là, c'est tout l'ajustement. On apprend à quelques heures presque de préavis que tout doit fermer, tout doit arrêter. Toutes les activités. Puis nous, où je travaillais, on avait 80 activités par semaine, là, donc ça fait beaucoup de monde à contacter. Beaucoup de professeurs aussi qui, soudainement, viennent de perdre leur gagne-pain pour un certain temps, qui, pour la plupart, sont travailleurs autonomes. C'était une équipe de combien? On avait une trentaine de profs à peu près là, qui donnaient plus ou moins 80 cours par semaine. Wow. Donc, certains en donnaient plus que d'autres, certains en donnaient juste un. J'en avais une, entre autres, qui donnait des cours 5 jours par semaine avec nous. Là, donc, pour cette personne-là, ça a été extrêmement difficile. Parce que c'est arrivé, puis tout le monde ne pouvait pas nécessairement prévoir là, qu'on était pour tomber dans cette pandémie-là là, du jour au lendemain. Fait que c'est ça. D'un côté, j'ai eu à gérer le côté aussi, appeler les profs, comment est-ce qu'on fait ça, adapter. Il y a quand même eu des bons côtés dans un certain sens que plusieurs nouvelles solutions ont été mises sur pied pour essayer de continuer les cours, là, entre autres des cours en ligne, par Zoom, principalement. Certains cours, c'était faisable. D'autres cours, plus difficiles. Là, si on parle. Moi, je l'ai vécu aussi du point de vue du professeur, parce que je donnais des cours là-bas. Je donne des cours dans Marty aussi dans la vie. Donc, de perdre aussi tous tes élèves. Puis là, comment tu gardes ça quand même vivant? Là, après, bon, à mesure que ça se rallonge, bien là, on commence à avoir des appels. On s'ennuie, on a hâte. Qu'est-ce que tu parles un peu comme Mélanie disait tantôt? Beaucoup de détresse et de. Il y en a beaucoup qui auraient fait n'importe quoi que ça ne leur dérangeait pas. C'était vraiment le côté social qu'ils aimaient dans ces activités-là. Puis là, de tout perdre ça du jour au lendemain d'un coup, puis c'est pas comme si on avait le choix, personne. Ça n'a pas été facile. Là. Moi, du point de vue aussi du professeur, ben, je perdais mes élèves, je perdais ma classe. L'organisme a fermé quand? Il a fermé. Ben, en fait, ça a pris quelques mois là, après le mois de mars pour que ça arrive. Parce que l'organisme vivait quand même déjà quelques difficultés financières. Puis là, en sachant qu'on était pour perdre les sessions printemps, été, automne, ça a été. La décision c'est des coûts qui sont assez lourds quand on vit surtout sur le membership, sur la clientèle, sur la programmation de loisirs vraiment très consommation, c'est-à-dire que la personne vient consommer un loisir et
elle paye en retour. Donc, moi, mes revenus, il y a une grande perte, mais je demeure quand même avec des employés, je demeure avec du personnel. Je veux pas que mon personnel s'en aille, mais en même temps, il y a la PCU, fait qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. Puis au niveau de ta clientèle en tant que telle, t'as-tu senti, parce qu'il y a quand même j'imagine, une certaine transition aussi par rapport à ta clientèle. Est-ce que tu as senti qu'il y avait un mouvement X par rapport à ton organisation? Je te dirais beaucoup on avait peut-être deux réponses qui sortaient plus. Soit les gens qui disaient non, il n'y a pas de problème, je comprends, on va s'adapter. Puis l'autre côté, des gens qui disaient non, moi, s'il n'y a pas de cours en présentiel, je ne veux rien savoir. Puis notre réponse qu'on a eue de notre côté, c'est qu'on s'est rendu compte que les cours en ligne, ça ne fonctionnait pas aussi bien qu'on aurait souhaité. Puis des cours de quoi? Est-ce qu'on parle des cours de Zumba chez nous? Est-ce qu'on parle par exemple, oui. Beaucoup de... Nous, c'était multisport, hein, donc c'était surtout des sports, mise en forme, etc. Là. Ouais. C'est sûr que les sports d'équipe comme le volleyball en ligne... C'est ça, je veux dire, le volleyball en ligne, c'est à mon tour, le service. C'est moins, mais j'ai une question pour vous deux, en fait, puis ça fait un beau lien par rapport à ça, que ce soit au niveau des sports puis au niveau du collège. Est-ce que la COVID a eu un gros impact au niveau du décrochage? Là, on parle plus au niveau scolaire pour Mélanie, puis toi, André, le décrochage que des sportifs, puis ça, parce que la première vague, il y a eu un certain momentum, puis vers mai-juin, on a eu comme une réouverture de la société, en guillemets. Les choses venaient un petit peu à la normale. Fait que je voulais vous entendre là-dessus, là, de voir comment ça a été, tout ça. Ben, peut-être commencer par Mélanie. Oui, en fait, en termes de, comment je peux dire ça, je pense que c'est pas tant le décrochage qu'il y a eu, mais il y a eu quand même, malheureusement, plus d'échecs. En fait, c'est qu'il y avait tellement plus de motivation. En fait, leur motivation, ils la cherchent. C'est vraiment ça. Puis aussi, c'est que dans la première vague, là, je ne me rappelle plus quand ça a été annoncé, mais la cotère ne comptait plus en plus. Oui, c'est vrai, il y a eu ça. Oui, il y a eu ça aussi. Fait que quand ça a été annoncé, il y a eu... Ne comptait plus, excuse-moi, je veux juste me remettre, ne comptait plus dans mes notes. En fait, tous ceux qui avaient déjà fait leur demande d'université, la cotère était déjà passée. Et là, rendu, je pense que ça a été annoncé comme en mai, mais là, c'est vraiment sous toute réserve. Dans les environs mais c'est avant la fin de la session, en fait, même en avril, c'est avant que la session se termine. Ils ont mentionné, OK, on ne va plus calculer la cotère. Il y a eu quelque chose qui est sorti par rapport à ça. Et beaucoup d'étudiants me disaient, comme elle ne compte plus, on dirait, je ne vois plus ma motivation. Je vais réussir, mais comme... En ce moment, surtout pour ceux qui ont besoin, en fait, qui comptent sur la cotère. Moi, je travaille dans un cégep qui a juste des préuniversitaires. Fait qu'eux autres, ils doivent l'avoir, leur cotère, pour faire une demande d'université. Versus un cégep qui ont des prix, en fait, qui ont une technique, comme, mettons, moi, ce que j'ai fait, à la fin de ton deck, tu as ta job. Tu ne comptes pas nécessairement sur le fait d'aller tout de suite à l'université. Ouais. Puis toi, André, de ton côté, est-ce que tu as senti qu'il y avait une clientèle qui était qui a été plus impactée ou qui a quitté plus vite même par rapport à la première vague? Y mettons, parce qu'à titre d'exemple, les clientèles qui sont plus à risque, c'est la clientèle aînée. Je ne sais pas si tu en avais aussi de ton côté. Est-ce que tu as senti qu'il y avait comme une clientèle vraiment qui a quitté le navire plus rapidement? Oui et non, dans le sens que ça a surtout été sur comment on a été capable de se revirer puis d'offrir une forme différente d'activité. C'est sûr que pour des activités, on parlait tantôt de volleyball, c'est le type d'activité qu'on n'aurait pas pu continuer. Donc, eux, malheureusement, on les a perdus là, pour cette période-là. Les autres, si on parlait des aînés, on en avait quand même pas mal. Puis le côté en ligne, c'était pas évident. Là. Ça aurait demandé beaucoup de presque du 1 pour 1 d'aller... après la première vague, je me suis retrouvé un autre emploi là, dans un autre organisme qui fait le même type d'activité. Et puis, on était au point où on appelait chacune des personnes pour, on va dans votre ordinateur, on va vous arranger. Est-ce que vous pouvez vous connecter? Savez-vous comment? Le mot de passe, etc. Donc, c'était très, très, très... ça demandait beaucoup. Et effectivement, il y en a eu certains qui ont juste dit, écoute, moi, je vais revenir. On a eu deux réponses. C'est soit je vais revenir quand on va être en présentiel, ou je vais revenir quand il va y avoir un vaccin. Il y en a que même en présentiel, ils ne préfèrent pas.
Il y en a qui attendent le vaccin parce qu'ils ont peur à leur santé, puis on comprend tout à fait ça. Là, Oui. Puis tantôt, tu nous parlais d'un départ de professeurs. Est-ce que justement, tu sais, dans le fond, il y a comme les employés permanents, j'imagine, de l'organisation, les professeurs qui sont en dessous. Est-ce que les professeurs aidaient? Est-ce qu'il y avait comme des solutions qui partaient du bas vers le haut? Il y en a beaucoup, effectivement. On a eu surtout pour les cours en ligne, là, il y en a qui préféraient faire ça de chez eux, d'autres qui se déplaçaient dans l'organisme pour, dans le fond, avec une caméra et tout, pour qu'on fasse ça. Il y en a qui nous sont arrivés avec des petites modifications à leurs activités pour être capables de mettre ça en ligne plus facilement. Certains voulaient le faire en direct, certains voulaient l'enregistrer d'avance pour que les gens puissent le consulter quand ils voulaient. Donc, on a eu quand même plusieurs nouvelles idées qui sont arrivées, une nouvelle façon de fonctionner. Un peu parce qu'on n'avait pas le choix, là, mais ça a quand même donné des solutions qui étaient intéressantes au niveau de la débrouillardise de certains, parce qu'il faut quand même se l'avouer, étant donné qu'ils sont travailleurs autonomes, ces gens-là, ben, s'ils ne donnent pas de cours, ils n'ont pas de revenus. Ouais. Aurais-tu vu une certaine continuité dans les offres qui étaient proposées ou c'était vraiment très temporaire puis ça ne cadrait plus? Ben, il y a une grosse baisse au niveau de la clientèle. Et quand on a réessayé là, en septembre, tout le côté en ligne là, des activités, ça a plus ou moins fonctionné là, à notre satisfaction. Okay. Il y a même des cours. Excuse-moi, vas-y. Non, ben, il y avait même des cours là, qu'on offrait exclusivement en ligne, que les gens nous ont demandé est-ce qu'il y aurait moyen quand même de le faire en présentiel parce qu'en septembre, c'était possible. OK. Donc, puis je pense que les gens préféraient se voir, même si c'était à distance. C'est sûr, évidemment, au niveau des endroits qu'on avait, si j'ai un endroit qui normalement accueille, je ne sais pas moi, 50 personnes, ben là, avec la distanciation, il fallait penser à descendre à 15-20. Donc, au niveau aussi de la rentabilité, c'était plus difficile. Puis je t'amène rapidement sur les camps de jour parce que tu nous as dit en fait que tu avais eu une expérience camp de jour cet été. Oui. On sait les camps de jour cet été, bref, ça a été de tout bord, tout côté. Toi, comment est-ce que tu l'as vécu, ton expérience camp de jour 2020? Ben, normalement, au mois de mars, le camp de jour est déjà pas mal seté, les inscriptions sont déjà pas mal faites et la programmation, les contrats sont donnés. Donc, d'un point de vue purement adaptation, l'Association des camps du Québec a fait un travail colossal avec de nouvelles informations qui nous parvenaient au compte-gouttes de jour en jour. Aller jusqu'à les quelques dernières semaines, on n'était même pas certain de pouvoir ouvrir un camp de jour. Finalement, bon, avec plein d'ajustements COVID, avec l'aide de la ville aussi, il faut le dire, on a été capable d'avoir un camp de jour qui était quand même solide, mais avec le tiers des inscriptions à peu près qu'on a normalement. OK. Donc, parce qu'il fallait respecter la distanciation, il y a des questions de disponibilité de locaux, il y a des questions là, d'ajustement dans les déplacements, les activités, il n'y a plus de sortie. Donc, ça, pour le camp de jour, c'est un gros changement. Oh, oui. Est-ce que vous avez dû refuser des jeunes cet été? Ah oui, définitivement. Définitivement. Ah oui, OK. Puis, au début, le règlement ou ce qui avait été adopté, c'était qu'on prenait seulement les enfants de parents là, qui sont dans les services essentiels, là, etc. Et on avait une liste d'attente. Parce que d'habitude, si par exemple, on avait 120 enfants, ben là, on en accepte 40. Donc, on en a 80 qui n'ont pas de place à ce moment-là. Puis au niveau des animateurs, parce que souvent, les animateurs, c'est des jeunes. Souvent, c'est même des jeunes collégiales. Hein? Tout est dans tout. Est-ce que tu as vu qu'il y avait une certaine... Tu sais, moi aussi, j'ai été animateur de camp de jour. Je pense que j'ai été animateur 9 ans. Je me remets un peu dans ce contexte-là c'est un peu dans nos premiers jobs aussi. On entend parler que le COVID, c'est terrible un peu partout, mais on ouvre les camps de jour et on a besoin d'animateurs. Souvent, on en a même besoin de plus. Fait que là, il faut aller recruter encore plus de jeunes. Comment est-ce que vous l'avez vécu, ça, cette première, je dirais quasiment les premières semaines? Est-ce que tout le monde était comme sur le gros nerf ou... Certains étaient extrêmement stressés. On a perdu des animateurs qui ne voulaient pas. Il y a aussi le côté PCU qui a fait qu'il y en a qui ont préféré rester sur la PCU tout simplement. Puis le gros changement que moi j'ai remarqué, en tout cas en tant que gestionnaire, c'est pas qu'il fallait les flatter plus, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ils n'étaient pas obligés d'être là. Donc, il fallait vraiment les encourager et leur dire merci. Puis au final, ça s'est bien passé. On avait déjà engagé nos animateurs pour nos 120 enfants. Puis là, le fait qu'on descendait à 40, même si les ratios descendaient, ça nous a permis de garder à peu près tout le monde. Okay. Sans avoir à trop s'inquiéter, mais il y a eu beaucoup d'ajustements à faire. Là, puis, ceux que ça faisait quelques années qui étaient déjà là, il y en a certains que ça a été un peu plus difficile de s'adapter. Là. Ils devaient animer tout seul déjà en partant, ce qui était une grosse différence, là, au lieu d'animer à deux.
Oui, Donc, effectivement. Ouais. Il y a une grosse différence pour surtout ceux qui ont l'expérience est moindre. Là. Exactement. Ça, c'est sûr que ça vient jouer. Écoutez, je vois le temps avancer juste avant de passer à aujourd'hui, la deuxième vague. Matt, on a-tu des questions qui nous proviennent? En fait, non. Non, en fait, on les a toutes posées en même temps. Fait que ça a comme OK. un peu tout wrap-up tout ça. Fait que honnêtement, ça va bien. On n'est pas. Parfait. Merci Donc, à tous ceux qui écoutent et qui commentent. Fait que c'est excellent. parfait. Si jamais tu poses la question pour une personne, tu peux nommer son nom aussi. Comme ça, écoute, ils vont être famous. Ça va être Ils écœurant. vont se sentir interpellés. Ah C'est oui. ça. On aime ça, les gens. Je vous amène donc à aujourd'hui. On a senti quand même que c'était très lourd dans la première vague. On a vécu un été, je dirais, variable selon les différents milieux. Comment est-ce que vous êtes aujourd'hui? Y a-t-il des choses qui ont été mises en place dès la première vague qui sont encore en place aujourd'hui? Puis là, André, toi, de ton côté aussi, même au niveau de soit ton emploi que tu parlais tantôt ou au niveau de ta compagnie, y a-t-il des choses que vous avez mis en place qui aujourd'hui, même vous pensez à long terme, ça peut devenir intéressant? Fait que, étant donné qu'on a commencé 2 fois par Mélanie, je commencerai par André cette fois-ci par rapport à la deuxième vague. Donc, André, toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu vis le tout? Puis, au niveau de ta clientèle aussi, comment est-ce que tu vois ça? Au niveau des jeunes, y a-tu... c'est ça, on est vraiment dans l'aujourd'hui parce que tantôt, on va parler du futur, là, mais aujourd'hui, comment est-ce que tu le vis? Déjà, en partant au niveau de la compagnie, là, si on parlait là, de se promener dans des festivals, considérant qu'il n'y a plus de festivals, plus vraiment d'événements, c'est plutôt point mort. Donc, ça, c'est sûr qu'au niveau de la. Disons, de faire avancer puis de faire partir la compagnie, c'est un peu plus difficile. Mais est-ce que tu vois quand même une opportunité par rapport à la compagnie? C'est parce qu'on est quand même dans les jeux vidéo, il y a quand même quelque chose qui peut être en ligne ou on n'est vraiment pas là pour. C'est que, en tout cas, si on parle de mon cas précisément, c'est que moi, je suis dans le rétro. Donc, je suis dans les vieux jeux qui ne sont pas en ligne. Donc, par extension, ça va plus ou moins dans cette. Dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je débarque, par exemple, avec une arcade quelque part, puis là, on fait jouer le monde. Donc, s'il n'y a pas d'événements, il y a certaines opportunités. Des gens qui m'ont approché en disant que, par exemple, dans les écoles, éventuellement, ça serait peut-être possible en me déplaçant dans les classes, étant donné que c'est des classes bulles. Là, c'est ça qu'on est en train de regarder, là. C'est sûr que si moi, plus jeune, tu me dis qu'aujourd'hui, l'activité spéciale, c'est de jouer à Space Invader sur une vieille arcade, rhume pas rhume, je me pointe en classe. Ça va faire changement de la professeure qui cherche le 3 ou auxiliaire, ou comment est-ce que je fais pour mettre Rainbow. Mais l'une des choses qui est vraiment intéressante, puis j'ai hâte, moi personnellement, j'ai vraiment hâte de voir quand la pandémie va terminer, qu'on souhaite qu'elle va terminer, c'est de voir les grands gagnants de la pandémie puis les grands perdants. Je ne sais pas ce que vous en... je sais pas ce que vous en pensez, mais les loisirs ont été grandement impactés par la COVID-19. On parle de tout ce qui est l'événementiel, tout ce qui est le tourisme, les présentiels, les loisirs, là, tout ce qui est les parascolaires, tout ça. Puis, je voulais voir avec toi, André, est-ce que tu crois que l'industrie du jeu vidéo et toute la technologie va être le grand gagnant de tout ça? Parce que les revenus du jeu vidéo, la popularité, ça ne fait que grandir et grandir. Tu dois être content de ton sideline, d'après moi, parce que... c'est sûr que quand ça va reprendre, je présuppose que ça va bien aller. Là. Il y a déjà des appels qui rentrent, des choses là, qui sont prévues dans le temps. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose, mais ce que je pense qui va vraiment surtout arriver, c'est qu'il va y avoir une nouvelle façon peut-être de faire du loisir. Selon ce que les gens s'attendent à. Si je regarde, par exemple, dans les cours que je donnais, ce que les gens ont hâte, c'est qu'on puisse premièrement se revoir et aussi refaire notre activité comme on est habitué de le faire, là, puis vraiment de retrouver un peu un certain sens de normalité. Là. Mais je pense qu'avec tout ce qu'on a passé à travers, puis bon, je pense dans les écoles, ma conjointe aussi, elle travaille dans les écoles, puis je la vois aller, puis je trouve ça extraordinaire, les solutions qui sont apportées. À mon avis, ça va nous donner vraiment plus peut-être d'options qu'on n'avait peut-être pas pensé ou peut-être pas exploré avant. Là. Donc, oui, il y a sûrement des... Puis je pense à Purel va sûrement être un grand gagnant de la pandémie. Oui. C'est un pays, je pense. Bien sûr. Oui.
On va appeler ça On va la rentrer Purelle. à côté de Facebook, Netflix et compagnie va avoir Purelle. Purelle. Purelle, oui. Purelle. C'est ça, Purelle mais je- laine, man. c'est ça, mais je pense qu'au niveau du loisir, là, puis bon, si on regarde ce qui se fait en CHSLD aussi, là, je connais certaines personnes qui sont intervenants dans ce milieu-là, et puis les solutions qu'ils trouvent, tout le monde devient soudainement des experts Zoom, tout le monde devient débrouillard, là, ce qu'on est reconnu pour être, mais c'est quand même bien de voir aussi que quand il y a une pandémie comme ça, qu'on est capable justement de continuer à ça. J'aime beaucoup ton niveau positiviste, c'est-à-dire que c'est sûr que dans une grande situation comme ça, il y a quand même un pan de positif, c'est-à-dire que tout à titre d'exemple, les organismes qui ne favorisaient pas le télétravail ou qui n'étaient tout simplement pas avec des ressources pour pouvoir l'offrir, les organismes qui n'avaient pas d'offres en ligne, maintenant peut-être le considèrent. C'est sûr qu'il y a dans l'intervention, puis là je vais retourner vers Mélanie parce qu'on parle d'intervention. C'est sûr que dans l'intervention, il n'y a rien comme être en personne puis avoir vraiment tout le langage de sa clientèle. Fait que justement, toi, Mélanie, de ton côté, par rapport à aujourd'hui, comment est-ce que tu vis ton rôle? Comment est-ce que tu vois ta clientèle évoluer là-dedans? Quand l'école a commencé au mois d'août, là, on pouvait, un petit peu comme partout, on pouvait être en présence. Donc, on a été en mesure d'accueillir les étudiants programme par programme en respectant toutes les mesures. Donc, déjà, on voyait que les étudiants étaient très, très, très heureux de se voir en vrai. Puis en fait, même nous, là, on était comme une petite gang d'énervés à voir les étudiants arriver. Comme enfin, on voyait des jeunes, on voyait notre clientèle. Donc, dès le départ, on les a vus. On a fait nos premières rencontres de comité et tout ça. Et on a vu, en fait, on a eu le double des inscriptions qu'en temps normal pour nos activités. Fait que c'est un beau problème parce qu'en même temps, tu es comme, ouais, sauf que là, on a-tu l'espace nécessaire pour tout? C'est ça, faut que tu réduises tes ratios, mais parce que juste ma troupe de danse, je pouvais aller jusqu'à 12, 13, puis là, j'en avais 30 la première rencontre. Fait que là, on disait, OK, mais ces 30-là, je ne veux pas les laisser, je ne veux pas les laisser de côté. Il faut trouver une façon pour que les 30 puissent continuer de s'impliquer. Et une semaine après, on s'est fait dire, on arrête. Fait que, OK, on arrête, on retourne à la maison. En ce moment, les étudiants, en fait, là, ce qui m'amène plus à dire, c'est au pourquoi, en ce moment, en fait, la façon que je vois les étudiants en ce moment, c'est que là, nous, les étudiants de première année, on n'a pas de contact avec eux. Normalement, les premières, on les voit passer tout le temps. Mais là, depuis septembre, on ne les voit jamais, 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 jamais. On ne sait pas qui ils sont, on ne les connaît pas. Ils ne nous connaissent pas non plus. Les étudiants de deuxième, ils nous le disent, ils sont tannés, ils sont à bout. Se lever le matin, déjeuner au même endroit où est-ce que tu suis ton cours, être dérangé par toutes les notifications Facebook, Instagram que tu reçois, pas écouter ton cours. La motivation n'est pas là et ça, ils le nomment. Leur confinement se passe bien, mais ils sont tannés d'être devant un écran et de ne pas avoir de... Ils sont plus stimulés, ils sont juste stimulés devant un écran à toutes les heures de leur journée. Et nous, depuis cette semaine, on est quelques employés, on téléphone chaque étudiant du collège pour leur demander comment ça va. Juste ça. Comment tu vas à la maison? Comment ton moral y va? Comment ta santé physique, ça va? Est-ce qu'il y a des trucs qui ne se passent pas bien dans tes cours? Est-ce que tu as eu des résultats? Est-ce que tu coules? As-tu besoin d'aide? As-tu besoin d'aide en maths, en français, dans tes cours de programme? On les appelle un par un. Ça va nous prendre du temps, mais c'est important de prendre ce temps-là. Puis en ce moment, les étudiants sont juste, ben voyons donc, merci. Merci tellement de faire ça. Ça fait du bien de ne pas se faire écrire un message là, de notre messagerie interne. De toute façon, ils sont bombardés de messages, 800 messages par jour. Ben que si la madame du loisir, elle écrit « Bonjour, je veux savoir comment tu vas », c'est sûr, il n'y en a pas un qui me répond. Je m'alignais sur ça aussi. Vas-y, Matt. Oui. Non, vas-y. Ben, tu sais, je trouve ça exceptionnel comme idée, puis je trouve ça fantastique que vous preniez le temps de le faire. Parce que, à moins que je me trompe dans ta définition, c'est pas nommé. Tu n'es pas obligé de faire ça, mais vous le prenez par vous-même. Ouais. C'est une très, très bonne idée, puis c'est une très, très bonne solution pour voir tel quel qu'est-ce qui se passe avec les jeunes. J'avais une question, en fait,
Hey, Matt? Un commentaire, en fait, de José Bissonnette. Oui. Matt, je peux-tu juste faire du pouce avec juste avant de poser la question, en fait, parce que je trouve que ton lien fit avec qu'est-ce que j'allais dire par rapport à vas-y. En fait, je voulais savoir, Mélanie, étant donné qu'on est quand même dans les appels téléphoniques, tu parlais des nouveaux qui viennent d'arriver. Comment est-ce qu'ils voient ça, les jeunes, comment est-ce qu'ils le prennent, justement? Tu sais, que tu parlais de est-ce que tu coules? Tu sais, je comprends qu'ils le prennent bien, mais les nouveaux là, qui arrivent et qui ne savent pas c'est qui Mélanie Morin, puis même, il y en a certains pour qui le loisir, je ne sais pas t'es qui, là, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Fait que comment est-ce qu'ils voient ça, tes appels? Bon, c'est ça, ils sont super contents, ils sont touchés de voir qu'on prend ce temps-là. Mais effectivement, à date, dans les étudiants à qui j'ai parlé, ils sont tous, ben tu sais, je trouve ça plate parce que mon expérience collégiale, elle ne sera jamais comme ce qu'on m'avait dit au départ. Fait qu'eux autres, ils rentrent, puis est-ce qu'en janvier, on est à l'école, on ne sait pas. Puis si on revient en septembre prochain, leur expérience collégiale ne sera jamais comme ce que l'année passée, ça a été et ce que dans 2-3 ans, ça va être. C'est sûr, ça ne sera jamais pareil comme avant, ça c'est certain, mais l'expérience collégienne, de savoir, de créer ton réseau, c'est... Tu sais, tantôt, en fait, je ne sais pas si c'est pendant le live que Mathieu, tu disais ça ou quand on se parlait avant, mais tu sais, que tu disais, hey, là, il faut que tu choisisses tout de suite ce que tu vas faire pour les 35 prochaines années de ta vie. Moi, je suis la personne qui va dire, mais tu n'es pas obligé de choisir tout de suite ce que tu vas faire. Là, comme c'est normal. Mais en ce moment, ils sont toutes là-dedans. Puis même, j'en ai là, qui me disaient, ben là, il faut que je choisisse mon université. J'étais comme, hey, là, finis ta session, ma cocotte. Puis concentre-toi sur finir ta semaine. Parce qu'en ce moment, tu me dis que tu ne vas pas bien. Choisis pas ce que tu t'en vas faire. Là, dans quelle option de médecine tu vas aller. Là. Genre, tu choisiras l'année prochaine. Prends le temps. En ce moment, occupe-toi de ta santé mentale. Mais ils sont vraiment ils ont une anxiété, ils ont un stress de où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je vais devenir demain matin. C'est vraiment ça qui ressort. C'est pas tant d'être à la maison. Je pense que là, il y a une habitude qui a été prise due au premier confinement. Mais sont très déçus et très touchés par le fait que ils ne côtoient pas de leurs amis. C'est pas tout le monde qui a eu le temps de se créer un petit réseau. Il y en a que c'est plus facile pour eux de jaser parce qu'ils sont sociables. Il y en a pour qui c'est plus difficile déjà à la base. Puis là, ben, on leur dit, écoute, tu as fait 4 semaines à l'école, puis là, va t'enfermer chez vous, puis tu ne connaîtras même pas quelqu'un dans ton programme. Fait que c'est ça en ce moment qui ressort beaucoup. Là, il y a quelqu'un qui a un chat. Hein? C'est moi. Mais non, mais c'est correct. Moi, la mienne adore. Là. Fait que d'habitude, elle vient tout le temps dans les caméras, là, mais c'est ça. Fait que en ce moment, c'est vraiment ça qui ressort. Ils ont un stress, puis la motivation n'est pas là. Ils font des cours, puis il y en a beaucoup qui me disent « Je ne sais même pas ce que je fais, si ça me sert à quelque chose en ce moment. » Et ça n'a rien à voir avec le programme. T'sais, on le sait que les programmes, c'est des bons programmes dans lesquels ils étudient, mais leur motivation, là, elle diminue de semaine en semaine. On entend beaucoup l'intervenante parler, puis c'est d'ailleurs dans quoi tu étudies présentement. Oui, maintenant, oui. Je dirais avec ta question, là. Ben oui, en fait, on en a d'autres qui sont rentrés. La première question, en fait, là, c'est est-ce que quand tu parles avec tes jeunes, Mélanie, est-ce que tu les trouves créatifs dans tout ce changement-là? Et c'est une question qui vient de... Il apporte des nouvelles de Mme José Bissonnette, thérapeute conférencière. Alors, José, bonjour, Madame José. Madame José. Je me sens comme en première année. Ben oui, ça. En fait, comment je peux dire ça? Je les sens créatifs juste dans leur être, dans leur façon d'être. Pas nécessairement dans le résultat de quelque chose. Tu sais, tantôt, même, je disais, c'est vraiment le processus et tout, mais c'est vraiment ça. Je reviens beaucoup à ça. Malgré le fait qu'ils rushent, puis qu'ils ont de la misère, puis qu'ils en ont de moins en moins de motivation, puis ils ont des distractions tellement nombreuses autour d'eux, ils réussissent quand même, ne serait-ce à trouver un petit pourcentage de bon moral dans une journée avec, comment je peux dire ça, tu sais,
en essayant de se créer des petites activités entre eux. Même mes organismes, en ce moment, mes comités organisent une foire des organismes virtuels, des concours où est-ce qu'ils vont faire tirer des prix auprès de nos étudiants. Ils se renouvellent quand même, ils essayent, puis je pense que des fois, c'est même plus nous, les intervenants, qu'on a peur pour eux. Mais ils ont un côté, là, leur santé mentale est quand même, oui, ils sont quand même fragiles, mais je pense qu'ils sont quand même quasiment plus forts que nous. Sont capables de mettre les efforts pour créer quelque chose. Puis je pense que s'il y a quelque chose de positif, parce que c'est rare le positif en ce moment en 2020, fait qu'on va les on va mettre nommer quand il y en a. On va le prendre. Oui, on va le prendre quand ça passe. C'est qu'ils développent leur autonomie encore plus. Je pense que c'est sûr que d'habitude, on est là à côté d'eux pour les aider à travailler puis à se développer. Là, c'est qu'on n'est pas là, fait qu'ils apprennent d'eux-mêmes à se développer de leur façon et ils trouvent eux-mêmes leur façon de faire, donc ils deviennent encore plus autonomes, peut-être plus rapidement. Fait que ça, pour moi, mettons, c'est un côté très positif. Je ne sais pas si ça répond à Mme Josée, mais j'ai bifurqué beaucoup, là, je pense. Mais non, mais c'est bien correct. Des questions souvent amènent des questions. Hey, Matt, tu m'excuseras, je t'ai muté parce que j'entendais des petits bruits, puis fait que tu peux te unmuter, mais c'est juste, je voulais me concentrer sur la réponse de Mélanie. Oui, désolé, j'ai mon chat qui ne sait pas ce qu'il fait. Ça arrive jamais. Ça arrive jamais qu'il me donne de l'attention, puis là, je sais pas ce qu'il fait. Désolé. Tu sais quoi? Mais... Ça, c'est les belles qualités du live. C'est qu'on y va avec ce qu'on a. Puis, tantôt, Matt, tu disais que tu avais d'autres questions. En as-tu pour André? En fait, j'en ai une qui pourrait peut-être très bien conclure en fait toute la section jeune en fait du podcast, qui est encore posée par Mme Josée Bissonnette, qui était saluée d'ailleurs. Selon vous, on va peut-être laisser les deux répondre un après l'autre. Là, selon vous, ça va être quoi les plus gros impacts que la COVID va laisser sur l'avenir de ces jeunes-là? Est-ce que ça va être une hausse de crise d'anxiété incroyable? Des remises en question, des recheminements. La question est excellente, en fait. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. On commencerait avec André de ton côté. On ne t'a pas entendu depuis un petit bout, fait que je commencerai avec toi, André. Oui, bien, écoute, je pense que les plus grands défis, ça va être... En tout cas, de la façon que je vois ça, puis le feedback que j'ai aussi de la clientèle, c'était qu'ils ont hâte vraiment de recommencer. Puis c'est une des premières choses qu'ils ont hâte qu'ils redeviennent dans leur vie. Que le loisir, finalement, c'est une source d'activité sociale, c'est une source de développement, ils se trouvent des nouvelles passions, ils développent leurs compétences, etc. là-dedans. Et j'ai bien l'impression que le plus gros défi pour nous, ça va être de pouvoir adapter en fonction des normes qui peuvent changer, comme on l'a vu, là, changer d'une semaine à l'autre. On ne sait pas encore. Je donne des cours, moi, à l'extérieur, puis je ne sais pas si la semaine prochaine, je vais pouvoir en donner ou pas, parce que j'attends le 28 pour savoir si on va pouvoir reprendre. Ouais. Donc, je pense que le gros défi, ça va être aussi de garder cette situation-là, puis la revirer finalement pour que tout le monde puisse trouver son compte. D'un point de vue gestionnaire, c'est sûr aussi qu'il faut que les activités soient rentables. Donc, il y a tout ce côté-là aussi qu'il faut adapter. Une chance, on a quand même des bons programmes de soutien là, pour l'instant qui vont pouvoir le faire. Mais je pense, à partir du moment où les gens vont vouloir que ça redevienne, quand ça va être fini, si ça peut finir, je pense que c'est surtout le sentiment de retrouver quelque chose de normal là, qui est motivant pour les gens. Puis le loisir, c'est une bonne... Moi, André, j'aimerais ça t'entendre par rapport à la programmation loisir, à savoir, est-ce que, tu sais, souvent, on évalue ou on pense, là, peut-être pas nous parce qu'on est des passionnés loisirs, on comprend qu'est-ce que ça engendre, on comprend, mais est-ce que tu crois que la vision du loisir par rapport à, tu sais, quand on parlait de services essentiels, quand on parlait de, est-ce que c'est comme un surplus, est-ce que c'est un luxe? Est-ce que tu penses que cette vision-là par rapport à, tu sais, tout ce qui est au niveau de ta programmation loisir, est-ce que tu penses que c'est une vision qui va être cassée? Bien, cassé peut-être pas, mais adapté, je pense, parce que veut pas, on a vécu quelque chose qu'on n'avait jamais vécu avant. Puis les besoins, puis peut-être on parlait d'intervention, mais peut-être qu'il y a des activités où les gens vont être amenés à briser l'isolement, vont être beaucoup mises de l'avant au début.
parce que c'est une grosse problématique là, chez tout le monde. Hein, on entend parler chez les jeunes, chez les aînés, c'est la même situation. Donc, à ce moment-là, je pense qu'elle va être à adapter, mais cassée, je ne penserais pas, là, parce que c'est vraiment... en tout cas, c'est peut-être parce que j'adore puis je mange du loisir à tous les jours. Mais il reste que je pense que c'est vraiment une des premières choses là, que les gens vont vouloir reprendre rapidement là, pour trouver un certain sentiment de normalité dans leur vie. Donc, vraiment une modification de l'offre, une modification. Ben, puis ça, ce que j'aime entendre, puis c'est effectivement, l'offre du début va être de briser, tu sais, briser l'isolement. Excusez-moi, souvent on parle de clientèle aînée. Ben là, on n'est plus là, là. Le briser l'isolement, c'est des contextes, puis même au niveau des jeunes, des fois, c'est une clientèle qu'on peut possiblement oublier dans l'offre parce qu'ils sont faits forts, parce qu'ils peuvent faire, ils sont en santé, la COVID les touche moins en termes de santé, ou du moins présentement en termes de santé. Fait que ce que je trouve intéressant, ce que tu dis, c'est par rapport à l'isolement. Comme quoi, il faut le briser, puis c'est pas vrai que ça appartient à un type de clientèle, puis qu'il va falloir regarder même dans son ensemble qui est impacté, comment est-ce qu'on... Parce qu'au-delà du confinement, il y a aussi l'isolement. Puis je pense que qu'est-ce qui devient intéressant, c'est de s'assurer qu'on n'oublie personne derrière. Puis je trouve ça intéressant que tu parles des jeunes en termes d'isolement, puis comme quoi, effectivement, ça ne sera peut-être pas cassé, mais adapté par rapport à un futur. Donc, toi, tu as quand même un très grand côté positif, ce qui est formidable. Donc, toi, tu vois ça quand même assez positivement pour le futur là, au niveau du loisir. Bien, surtout à partir du moment où la crise ou la pandémie va être finie ou amoindrie, là, qui va nous permettre de recommencer à avoir une programmation à peu près normale. Puis je ne sais pas si on en parlait dans le live ou avant, quand on se parlait entre nous, mais c'est là que peut-être que le loisir va devenir plus un contexte dans lequel on va pouvoir atteindre ces objectifs-là que juste une activité de loisir, là, où on va faire beaucoup plus de l'intervention un peu par en dessous, où le loisir devient un contexte dans lequel ces interventions-là vont se faire. Là. Puis dis-moi, André, si on partait à un pool, aujourd'hui, on jase, là, ça finit quand, ça, le COVID, pour toi? Ah mon Dieu, j'aimerais ça. Je te répondrai le plus vite possible. Mais je pense que d'un côté réaliste, tant qu'il n'y aura pas de vaccin, ça ne sera pas fini. Là, parce que il y a toute une portion de la clientèle aussi qui est un peu plus vulnérable, qui, elle, est un peu sur le break. Là. Donc, j'ai l'impression que tant qu'il n'y aura pas de vaccin, ça risque d'être très difficile que ça s'est fini. Même si, une fois de temps en temps, on a des petits flashs d'espoir. Là. Bon, là, on peut recommencer pendant 3 semaines avant que ça retombe. Là. Mais en termes de temps, je te dirais, moi, malheureusement, je ne pense pas que cette année, ça va être faisable. Là. OK. Ouais. C'est sûr qu'il y a des prend ça, aspects, on se donne 20-21. Tu sais. Oui. Clairement. Ah ouais. Facilement qu'en printemps 2021, on cancelle ça. Tout à fait. Mon Dieu. On cancelle le COVID. Ben justement, Mélanie, de ton côté, est-ce que tu as besoin que Matt redise la question? Oui, juste au cas. Yes. Ben oui, en fait, dans le fond, c'est quoi les impacts? C'est quoi le plus grand impact que la COVID a fait sur les jeunes, puis plus pour l'avenir des jeunes? Ouais. Qu'est-ce qui va ressortir de ça pour eux? Ben, un petit peu comme je disais tout à l'heure, je pense qu'ils vont développer encore plus leur autonomie ou ils vont développer encore plus des façons eux-mêmes de faire des choses. Peu importe la façon qu'ils vont le faire, ils vont apprendre eux-mêmes. Fait qu'ils vont peut-être développer leur... d'être autodidacte, peut-être plus rapidement que nous. Si je regarde, moi, j'ai comme besoin qu'on me montre les choses vraiment, comment les faire. J'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de voir. Peut-être que nos jeunes, aujourd'hui, pour le futur, vont apprendre encore plus facilement d'eux-mêmes en allant chercher eux-mêmes la façon de faire, en faisant eux-mêmes leurs recherches. Je pense effectivement que dès qu'on annonce qu'un mini bébé quelque chose dans la présence, peu importe c'est quoi, il va y avoir une augmentation d'inscription dans tout. Là. Je pense que les gens, ils ont besoin de se voir, ils ont hâte d'être en contact avec des gens. Fait que même si on repart une troupe de théâtre, de danse ou peu importe quoi, ben, quitte à avoir 2 cours par semaine pour rejoindre l'ensemble des gens qui ont envie de le faire, au lieu de dire, ben, il faut couper à 10 parce qu'on n'a pas le choix, donc on va devoir s'adapter, mais l'isolement va devoir être brisé à tous les types de clientèle. Oui, je travaille avec les jeunes, mais les gens de 30 ans, les jeunes de 12 ans, tout le monde a besoin de se sentir
ensemble. Là, on est comme ensemble, chacun de notre bord. Mais on a besoin d'être ensemble à côté. Là. En ce moment, ça serait le fun d'avoir quelqu'un comme. Oui. Ça pourrait être le fun qu'on jase tous ensemble à côté, Ouais. dans un resto, mettons. Mais non, ça, on ne peut pas tout de suite. Mais comme je disais tout à l'heure, que je pense que c'est peut-être nous autres ou moi, je vais parler vraiment pour moi, qui a comme une plus grande crainte qu'eux autres. J'ai quand même peur, de tout ce que ça va laisser pour eux autres. Tantôt, quand je disais que c'est tellement une période importante qu'ils découvrent leur passion, qu'ils découvrent cette période-là est charnière pour eux autres, puis là, ils ne l'ont pas. Fait que je ne sais pas comment ça va se dérouler. En fait, je n'ai pas la réponse. C'est juste que j'ai une crainte. J'ai confiance en eux. Je le sais qu'ils sont très résilients et qu'ils sont capables d'aller de l'avant, mais j'ai quand même une petite crainte par rapport à eux pour le futur. Qu'est-ce que ça va leur laisser? Je ne pourrais pas répondre à cette question-là, mais le fait d'être branché toujours sur un écran, je ne sais pas ce que ça peut laisser pour eux, puis je ne sais pas si ça peut être que positif. C'est le fun. Ce que j'entends, c'est qu'il est temps qu'on invente l'hologramme. Là. C'est ça que j'entends. Là. Mais on est allé sur la Lune. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'hologramme? Je sais pas, mais emmenez-moi 8 vaccins d'un test. Moi, je peux être la cobaye. Ça va. Let's go. Comme on est prête, là. Mais dans qu'est-ce que j'entends de ce que tu dis? Est-ce que tu as une crainte d'un vide de service pour les jeunes? Est-ce que c'est ce que j'entends? Qu'est-ce que tu veux dire? Que nous, on n'a plus de gens qui participent ou qui... Tu sais, à titre d'exemple, tantôt, quand tu mentionnais, moi, je vais la paraphraser. Des fois, les questions sont hyper claires dans ma tête. Quand je les dis, c'est ma correct. Je fais la même chose quand je parle en anglais. Là, parle-moi pas en anglais, je suis pas bilingue. Ouais, il fait ça des fois. Des fois, il part, puis là, t'es comme... En fait, c'est simplement... Tu sais, tantôt, quand tu mentionnais quand on a reparti un peu en présentiel, sur une capacité de 30, je pouvais juste en avoir 12. Il y a comme un vide de service pour les 12 autres qui sont quand même à accueillir. Présentement, on est à 0 parce qu'on ne peut pas les accueillir à l'intérieur. Est-ce que tu as l'impression qu'à un moment donné, dans ta propre offre de service, il va y avoir un vide ou un moment donné où tu dis, je ne peux pas aller plus loin? Qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin? Tu sais, tantôt, même au début, tu mentionnais que tu avais un sentiment pas d'être inutile, mais... Oui, dans certains moments là, que je peux dire, là, en ce moment, je suis engagée pour être technicienne en loisir, puis... Penses-tu que ça va suivre, ça? Penses-tu qu'il y a comme quelque chose qui va comme popper à un moment donné, puis ça va être comme une nouvelle dynamique? En fait, c'est qu'on va y aller juste dans l'adaptation année après année. On est habitué de s'adapter de toute façon avec le loisir. C'est de l'adaptation à année après année. Puis aussi, moi, mon travail, je le fais en fonction de la clientèle que j'ai en ce moment. C'est pas à eux autres de s'adapter pour moi, c'est moi qui s'adapte à la clientèle. Moi, je continue de vieillir, malheureusement, mais la clientèle, quand elle arrive à Grasset, eux autres, ils ont toujours le même âge. Ouais. C'est plate, là, on vieillit. Surprise! Mais eux autres, ils ont quand même toujours le même âge, mais la clientèle a des besoins différents. Donc, c'est à moi, comme technicienne en loisir, de m'adapter à cette clientèle-là. Leurs besoins vont changer et ça va encore plus changer avec en ce moment de la COVID, avec le futur, avec l'après-COVID. Il va y avoir des choses à s'adapter. Donc, ça va être de suivre l'évolution de la situation, même quand on sera de retour, en fait, dans une semi-normalité. Et je ne pense pas qu'il va y avoir une baisse d'inscription. Je pense que les gens, comme je disais, vont avoir hâte de se retrouver et ça va être à nous de dire, prenons les moyens pour être prêts si jamais on a beaucoup plus d'inscriptions. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Est-ce que là, on fait vraiment des auditions, puis ceux qui ne sont pas admis, on leur donne des ateliers pour continuer de faire partie de cette troupe-là plus tard? C'est pas ça nécessairement le but, mais je pense qu'il va falloir plus... faut trouver une solution pour rejoindre tous les étudiants qui vont avoir envie de s'impliquer. Quand il va y avoir une normalité qui va revenir, l'offre de service va être le même, mais de façon augmentée, en fait. On va offrir quand même les mêmes activités, mais
peut-être à plusieurs moments dans la semaine, 2 soirs pour danse, 2 soirs pour théâtre. Puis je dis ça, j'ai même pas... Là, on brainstorm, on parle comme ça, mais je pense en fait qu'on va s'adapter et on va en suivant l'évolution de la situation. Juste vous dire, je trouve ça formidable. En fait, je vous trouve formidable parce que vous avez des étincelles dans les yeux quand vous parlez de votre métier. Puis en tout cas, pour moi, c'est comme, il y a un wow par rapport à ça parce que les personnes sont chanceuses, votre clientèle est chanceuse de vous avoir. Fait que ça, c'est pour moi, en tout cas, je trouve ça vraiment formidable que vous les ayez à cœur, tant Mélanie qu'André de ton côté aussi. Vous avez comme une passion puis un besoin de positivisme de non, on va s'adapter, non, on va continuer à foncer, à aller de l'avant. Puis ça, c'est à votre honneur. J'ai été voir tantôt quelque peu les commentaires, puis il y a du gros love qui est donné par rapport à par rapport à vous. C'est vraiment super apprécié. Puis, justement, j'invite les personnes, on est vraiment vers la fin. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Matt, justement, avant de conclure avec notre dernier sujet, on a-tu des questions? Ben, en fait, on a José qui est en feu là, ce soir, là, qui demande la question, suivante. En fait, qui demande Madame José. On pourrait l'appeler Madame José. Madame José. Est-ce que pour vos organismes, il y a eu du soutien par rapport au gouvernement? Elle demande de plus en général, est-ce qu'il y a du soutien pour les loisirs en général? La réponse est oui, en général, pour les loisirs, mais ça dépend là, des organismes, ça dépend des lieux. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là, par rapport à ça. Moi, Matt, tu vas m'excuser, je vais peut-être twister la question parce que là, on est plus dans le budget organisationnel. J'irais peut-être plus, est-ce que vous avez eu du soutien de plus haut? C'est-à-dire, souvent, on a des associations, souvent, on a des fédérations XY sur lesquelles on peut avoir des références. Est-ce que vous en avez eu de votre côté par rapport à... Parce que, je ne veux peut-être pas rentrer dans l'argent, mais plus en termes d'information. Est-ce que vous avez eu des références à suivre? Est-ce que vous avez vécu ça, vous, de votre côté? Tout à fait. Écoute, moi, de mon côté, on est associé avec la Ville. Donc, c'est sûr que la Ville là, nous transmettait les informations, leurs décisions à tout bout de champ. Je suis impliqué aussi dans certaines fédérations là, au niveau des sports et tout. Puis, il y avait plusieurs informations qui étaient transmises de façon vraiment régulière. Au niveau de l'argent, ça, c'est vraiment, là, ça dépend là, de chacun des milieux. Au niveau culturel, bon, la Ville, des fois, au niveau du théâtre, là, donnait un lousse au niveau des loyers, par exemple, pour les troupes de théâtre qui louaient des salles, des choses comme ça. Donc, il y a quand même eu une grande mobilisation là, qui a été faite. En tout cas, moi, de mon côté, je l'ai vu quand même beaucoup. Là. Ça a pas, c'est vraiment pas à cause de ce type d'intervention-là, par exemple, que mon organisme a fermé. Là. C'était vraiment au niveau volonté, tout le monde avait des bonnes volontés et avait une bonne. L'action était rapide. Là. Parfait. Mélanie, toi, de ton côté, est-ce que tu avais eu des références? As-tu eu des référents par rapport à. J'imagine que tu as des associations aussi. Oui, ben dans le fond, nous, dans le réseau collégial, on a justement le réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec, qui est le RIASC. Okay. Dans le fond, qui est cet organisme-là, c'est eux qui produisent, dans le fond, les gros, comme Cégep en spectacle, les gros intercos de danse, théâtre et tout, et plusieurs autres projets associés. Et rapidement, en fait, ça fonctionne par région. La région de Montréal, tous les collègues, en fait, qui travaillent dans les autres collèges de Montréal, une fois par semaine depuis quasiment le mois d'avril, des rencontres une fois par semaine pour comme échanger juste sur qu'est-ce que vous faites vous autres? OK, est-ce qu'on crée une activité ensemble? C'est quoi vos moyens? Comment que vous réussissez à vous en sortir et tout ça? Je le sais qu'il y a des collèges qui, malheureusement, se sont même fait couper financièrement leur budget pour cette année parce que, dans le fond, il n'y a pas d'activité. Tant mieux, ça n'a pas été le cas de mon côté. Fait qu'on continue on va continuer, puis je vais croiser les doigts qu'on ne se fasse rien couper. Mais on a quand même un réseau avec qui on peut échanger. Puis aussi, en ayant gradué d'un programme de loisirs, on a l'opportunité de jaser avec plusieurs diplômés aussi, d'échanger entre nous. Puis moi, je siège sur le conseil d'administration de l'association diplômée de mon programme de Saint-Laurent. Puis, on essaye également là, de
d'offrir la parole à des anciens diplômés pour créer des moments d'échange ou juste de montrer qu'on est là aussi, puis que s'il y en a qui ont envie d'échanger, ben on est là, proposez-nous nos idées et tout. Donc, rapidement quand même, on s'est mis en action, on le fait. Donc, on a été capable d'aller chercher de l'aide parce que malheureusement, puis là, je vais peut-être parler à travers mon chapeau, mais je trouvais que, tu sais, l'enseignement est très important. Mais le côté, justement, des activités parascolaires était comme plus mis de côté. Puis je ne dis pas que ce n'est pas correct. Effectivement, l'étudiant va à l'école pour avoir un diplôme d'école, là, donc avoir des résultats, puis tout ça. Fait que ça, je comprends. Mais je pense que nous, on était assez autonomes, puis on s'est pris en main rapidement pour montrer à tous qu'on était presque des services essentiels dans un cégep et dans le réseau collégial. Et moi, je suis un peu surpris de ta réponse, Mélanie, dans le sens que tu n'as pas dit que Marianne t'avait aidé. Mais Marianne, elle m'aide à tous les jours. À tous les jours, ouais, c'est ça. COVID, pas COVID. Elle est dans ma tête. J'avais peut-être une dernière question qui est quand même assez, je crois qui est quand même assez importante, honnêtement, de vous poser. Puis après, on ira avec notre dernier petit sujet pour conclure là, le podcast. J'ai Alexandra Gagnon-Tillard qui pose la question suivante. Alexandra! Vous... C'était mon ancien étudiant. Ouais. C'est ma progéniture collégiale. En fait, qui demande, tu sais, pendant toutes ces étapes-là, puis ces mois-là de struggle ou avec les étudiants, est-ce que vous, les intervenants, avez eu du soutien de vos organisations, de vos boss ou de ceux qui sont là pour vous? En fait, est-ce que vous avez eu des soutiens, exemple, psychologiques, des soutiens pour des idées, des choses comme ça, ou... Je suis pas mal sûr, certain que vous n'avez pas été laissé à vous-même là-dedans, là, je suis pas mal sûr, mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus aussi. Parce que, tu sais, moi et Fred, en fait, je nous considère comme des jeunes récréologues, des jeunes techniciens loisirs qui commencent dans le milieu. Nous, on va pouvoir dire un jour qu'on a eu la chance d'avoir vécu ça. Tu sais, on a l'espèce de shutdown de OK, là, tout est arrêté, on prend une pause, tout le monde ensemble. Mais de voir que des vétérans du métier ont encore cette belle passion-là, malgré ça. J'ai dit vétéran. J'ai pas dit vieux, j'ai dit vétéran. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Mais... C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ben, tu griches, Matt, on va te muter, ça sera pas long. OK. Bref, la question, c'est qu'est-ce qui a été, dans le fond, le soutien que vous avez reçu de vos organismes? Oui. De mon côté, on a autant de mon patron, si je parle de mon patron, mon supérieur immédiat, qui s'assurait quand même juste de comment tu vas aujourd'hui. Quelquefois, qu'on recevait des courriels, on se faisait quand même des rencontres Zoom, comme tout le monde dans la vie, assez régulièrement. C'est sûr que dans les 2 premières semaines, tu sais, on s'entend qu'on vivait ça tout pour la première fois, fait que c'est normal. Tu sais, de mon côté, des fois, je me disais, mais là, je n'ai pas de nouvelles, là, je fais quoi? C'est beau travailler, là, mais là, en ce moment, on n'a pas de nouvelles d'aucun côté, mais en même temps, c'est normal. Tout le monde était on se revire de bord, on met l'enseignement en premier, en priorité. Après, on vous revient. Donc, ça, c'est correct. Ça a été quand même rapide. Puis, tu sais, côté aussi soutien psychologique, puis je pense qu'il y en a dans beaucoup d'entreprises, de toute façon, dans la vie. On a un programme d'aide aux employés qui est mis à notre disposition de toute façon. Et autant mon patron que le directeur des ressources humaines nous envoyait à quelques reprises des courriels, un peu de suivi, 1 fois par semaine. Voici ce qui s'est passé. Et n'oubliez pas, voici le numéro de téléphone pour appeler. Si vous avez besoin d'aide, c'est à votre disposition. On a le droit quand même à quelques rencontres gratuites dans une année. C'est sûr qu'il y a eu une augmentation de ces services-là, de demande. Ça, en fait, on le sait, là, ça a été partout dans les nouvelles, dans des articles et tout. Donc, oui, on a eu ce soutien-là. Personnellement, je ne me suis pas sentie comme OK, c'est beau, arrange-toi, puis on se revoit au mois de juin, puis je vais te dire bonnes vacances. Tu sais. J'ai eu un soutien quelconque à ce niveau-là, là, de la part de mon supérieur, puis du collège en temps normal.
Moi, de mon côté, quand tu travailles au communautaire, la réalité, des fois, est un peu différente. On est souvent un peu chacun de notre côté. Puis là, tout le monde essayait de se sortir là, de la situation au mieux qu'on pouvait. D'un autre côté, au niveau des camps de jour, entre autres, l'Association des camps du Québec était particulièrement présente, répondait à tout plein de questions, que ce soit sur Facebook ou quand on les appelait, là, on avait des réponses. Évidemment, les réponses qu'il était en mesure de nous donner. Parce que ce n'est pas toujours évident. D'un autre côté, écoute, je pense qu'aussi entre organismes communautaires, là, on avait plusieurs rencontres régulières pour être capable là, de savoir, bon, qu'est-ce qui s'en vient, toi, qu'est-ce que tu fais de ton côté, de quelle façon. J'ai un animateur que je ne peux pas prendre, par exemple, est-ce que je peux te l'envoyer à gauche, à droite? Donc oui, au niveau du support, là, c'était peut-être pas nécessairement là, à l'interne qu'on l'a eu, là, mais vraiment au niveau de la population loisir communautaire là, en général, là, que moi, je l'ai vu, en tout cas. Puis vraiment une belle adaptation aussi de beaucoup de gens là, qui étaient supposés d'être des références, qui ont été des références incroyables tout au long de cette période-là. Moi, je trouve que ça finit bien sur un beau message d'espoir. Puis j'ai comme le goût de. Je ne sais pas, Matt, qu'est-ce que tu en penses, mais moi, j'ai le goût en fait de lancer la dernière question à la communauté d'un sens large et même nos invités seraient invités à inviter. Nos invités pourraient venir, en fait, tout simplement commenter aussi de leur côté. Mais je trouve tellement que. Je trouve que ça fait son sens de peut-être finir là parce que ça fait aussi 1 heure qu'on est ensemble. Moi, je finirais sur cette belle note qu'on a présentement. Puis, je lancerai en fait tout simplement la question qu'on avait pensée pour le dernier sujet. C'est tout simplement quelle est l'importance d'avoir des fêtes thématiques comme l'Halloween? Est-ce qu'on est encore à jour? Est-ce qu'on devrait revoir? Est-ce que ça a encore une pertinence en 2020 de tenir que ce soit l'Halloween, que ce soit la Saint-Valentin, Noël? Y a-t-il encore une pertinence qu'on ait ça de nos jours au niveau du loisir? Donc, je lancerai le tout, puis je finirai en vous remerciant. Ben, je vais commencer par Matt parce que je peux le faire ça rapidement. Merci, Matt, de ta présence. Maintenant, on passe aux autres. Franchement, vous voyez l'importance qu'il me donne dans cette émission-là? Vous voyez l'importance que j'ai dans cette émission-là? Ça équivaut avec ta paye, fait que c'est correct. Ouais, c'est ça qui arrive. C'est le fun, le bénévolat qu'ils disent. Oui, du bénévolat. Donc, un grand merci, Mélanie. Un grand merci, André, de vous avoir rejoint à l'aventure. J'espère que vous avez aimé ça de votre côté. Oui, c'était vraiment une belle expérience. C'était vraiment le fun. C'est une belle initiative aussi, vraiment. Ouais. Là, c'est le fun d'avoir une tribune une fois de temps en temps qu'on peut parler avec du monde qui ont le même parcours que nous. Ben, je suis vraiment content d'entendre ça. Puis, suivez-nous parce que ça va suivre en fait une fois par mois, un peu comme les podcasts. D'ailleurs, pour le prochain podcast enregistré, donc pas en live, ça va être avec une personne de la QLM. Encore une fois, je garde le nom secret caché dans ma tête. Mais venez l'écouter. Aussi, par rapport à l'ensemble du podcast, pas du podcast, mais du live qu'on a entendu aujourd'hui, je vais mettre des liens si jamais vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur le COVID et l'impact, en fait, chez les jeunes. Je vais mettre plusieurs petites études. Puis là, ce qui est produit présentement, parce qu'on n'en a pas des tonnes non plus, mais plusieurs petits liens là, qui peuvent venir vous nourrir la prochaine discussion qu'on aura par rapport au COVID. Donc, encore une fois, un grand merci. Suivez-nous, partagez l'ensemble du podcast, c'est hyper apprécié. On voit qu'il y a de plus en plus de personnes. On n'est pas loin du 500 abonnés au niveau de la page Facebook. Donc, merci de suivre le podcast et salut tout le monde. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Qui veut dire le mot de la fin? J'aimerais remercier beaucoup Mme Josée. Ah, good! Oui, Mme Josée. Merci. Donc, moi, je vais saluer Marianne. Marianne. Bon, Mme Josée, Marianne, nos vedettes de la soirée et le chat de Matt. Voilà. Yes! Donc, merci d'avoir... C'est ton moment. Merci d'avoir participé. C'est super apprécié. Plaisir. Puis, on se reparle bientôt. Merci, salut! Bye bye.